Bonjour à tous et à toutes et à tous. Je voudrais remercier les organisateurs de la conférence. Je voudrais aussi remercier le RUDEC, qui est le centre de développement rural qui m'accueille au Vietnam. Je voudrais aussi remercier l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, avec qui on a pas mal travaillé pendant beaucoup d'années sur ce thème du développement des filières laitières. Et je voudrais par avance remercier Jean-François Grenier de me donner son joli tablier à la fin de la conférence. Donc nous allons discuter ensemble des modèles de développement laitier et de leur rôle dans les territoires. Et je vais m'appuyer en particulier pour cette présentation sur un travail qu'on a fait avec Christian Corneau et Cécile Broutin sur les mini-laiteries. Donc il y aura plusieurs exemples qui toucheront aux mini-laiteries, mais j'ai essayé d'élargir la discussion donc, à d'autres modèles de développement. Donc quel est le message principal de notre présentation? C'est de montrer que les modèles, entre guillemets, de développement laitier sont à prendre avec prudence. Qu'il s'agisse de modèles techniques, qu'il s'agisse de modèles d'entreprise, qu'il s'agisse de modèles d'organisation des filières, il faut les prendre avec prudence, parce que bien souvent, on le verra, ils ne reflètent pas la complexité des trajectoires locales, des territoires locaux, ils ne reflètent pas la complexité des stratégies des acteurs. La première chose qu'il faut dire sur les modèles de développement laitier tels qu'on les utilise, qu'on les mobilise, c'est qu'ils sont l'objet de débats sociaux parfois assez importants. Ici, j'ai mis quelques photos de la grève du lait de 2009 qui s'est passée en France et qui a opposé donc, les organisations professionnelles françaises laitières au pouvoir public et aux industries donc, qui voulaient baisser le prix d'achat du lait. Et c'est vrai qu'en France, on a une longue histoire de combat de l'agriculture familiale pour défendre leur modèle de production. Dans d'autres pays, c'est le cas. Il y a un excellent rapport de l'ONG Grain qui est sorti il y a 2 ans qui s'intitule « La grande arnaque du lait » et qui explique comment les industries, les corporations volent aux pauvres leurs moyens de subsistance autour du commerce du lait et de la production de lait. Et c'est vrai que ce rapport, notamment, rend compte de conflits autour de l'organisation des filières laitières, autour du modèle de développement laitier, notamment en Colombie, où il y a eu des conflits sociaux, des grèves assez importantes. Alors, les modèles de production, ils sont soit explicitement au cœur des politiques, soit implicitement. Ici, j'ai mis 3 exemples de pays qui ont défendu à travers leur politique des modèles différents. À gauche, c'est les États-Unis, avec un modèle assez libéral d'économie laitière, tourné vers le développement de grosses fermes, avec des économies d'échelle sur les coûts de production. Et aujourd'hui, autour de 40% de la production aux États-Unis, elle provient de méga-fermes, donc des fermes de plus de 2000 vaches, et les 30% suivants proviennent de fermes qui ont entre 500 et 2000 vaches. Donc ça veut dire qu'au total, 70% de la production donc, provient de fermes qui, d'un point de vue français, peuvent être qualifiées de fermes géantes. En Indonésie, on a un modèle qui est intéressant aussi parce qu'il défend là on a des politiques qui défendent un autre modèle, le modèle des coopératives. Il y a à peu près 500 000 vaches en Indonésie qui sont réparties en gros pour 90% en 100 000 petites fermes qui chacune donc sont affiliées à des coopératives par lesquelles elles commercialisent leur lait et par lesquelles elles reçoivent des services. Puis en Afrique de l'Ouest, c'est intéressant parce qu'en plus du modèle intensif de développement laitier,
Il y a aujourd'hui un autre modèle de développement du lait qui apparaît et qui est aussi défendu par un certain nombre de projets de politique, qui est le modèle agro-pastoral de production laitière avec des animaux de race locale sur des systèmes très extensifs et qui alimente là aussi des réseaux de collecte. Donc on voit bien que dans les politiques, les modèles sont vraiment au cœur des discussions. Alors, les sciences sociales, la sociologie nous aide un peu à comprendre le rôle de ces modèles, et en particulier ce que soulignent les sociologues, c'est que l'avenir se construit d'abord dans notre tête, l'avenir se construit autour de visions communes, donc on peut qualifier de futurité, c'est-à-dire l'accord entre acteurs sur un futur possible, et l'accord entre acteurs sur des mesures qui sont à prendre pour accéder à ce futur, pour mettre en œuvre donc ce futur, pour promouvoir des institutions collectives qui vont permettre la réalisation de ce projet collectif. Et dans cette vision future, les mots qu'on utilise rendent compte de ces modèles. De manière implicite, lorsque vous dites une ferme efficiente, ou lorsque vous dites une ferme moderne, eh bien vous avez dans la tête, vous avez une vision de ce que doit être l'efficacité économique, de ce que doit être la modernité. Lorsque l'on parle de patrimoine à conserver, de tradition locale, on véhicule par ces mots une autre vision de l'avenir, un autre projet d'avenir. Lorsqu'on parle de développement durable, eh bien, on s'inscrit dans un corpus, dans un mode de pensée qui lui aussi véhicule un certain nombre d'idées sur ce qui est bien de faire pour le futur. Et la capacité des pays à développer leur secteur laitier, c'est peut-être d'abord la capacité de s'accorder sur un futur possible, de s'entendre ensemble sur ce qui est bon de faire pour l'avenir. Et c'est vraiment très intéressant donc, de travailler sur les politiques, essayer de comprendre comment elles sont parfois imposées ou importées, et comment, dans d'autres cas, elles sont construites localement sur des accords entre acteurs. En Afrique de l'Ouest, on avait, avec l'ISRA, beaucoup travaillé, et avec le GREP d'ailleurs, sur la journée du lait, la journée mondiale du lait, qui était un moment, chaque année, où tous les acteurs de la filière se retrouvaient autour d'une table pour construire ensemble, justement, cette vision de l'avenir. Alors, comment on fait pour repérer ces modèles? Ils apparaissent d'abord dans la littérature scientifique. Il y a un certain nombre de documents qui nous disent voilà, il y a tel modèle, c'est bien. Il y a un certain nombre de documents qui s'affichent effectivement sur des modèles. Il y a beaucoup de publications, notamment sur le modèle de mini-laiterie en Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de publications sur l'agriculture familiale. Voilà. Donc d'abord, dans la littérature scientifique, on trouve beaucoup de choses. Et puis, ces modèles, ils apparaissent aussi beaucoup dans les guides techniques, dans la documentation technique, dans les manuels. Il y a les guides des mini-laiteries, Ensuite, dans la réglementation publique, dans les documents politiques, il est fait référence à ce qui est bien de faire, ce que la politique veut promouvoir. Et puis alors, il y a un certain nombre d'acteurs qui s'expriment dans les articles de presse, dans les documents de plaidoyer, ou alors oralement, pour défendre le modèle qu'ils pensent être le bon. Alors, dans la présentation que je vais faire, on va essayer de s'intéresser à 3 échelles dans lesquelles s'expriment ces modèles: les fermes, les filières et les unités de transformation, donc les industries, et puis le secteur agroalimentaire dans son entier. Alors, juste un petit mot sur la conception du terme modèle. Il y a 2 grandes conceptions. Il y a une première conception qui est la conception imitative du modèle. Donc, selon cette conception, le modèle, c'est l'objet ou la personne qui sert comme base à une imitation. Donc, si vous avez le fils de Pelé qui dit « Papa, tu es mon modèle », voilà, Pelé aurait pu répondre « Toi, tu es un enfant modèle ». Voilà, donc là, on est dans une conception imitative du modèle.
Alors, un petit exemple dans le domaine du développement laitier, ici c'est la publication FAO sur les petites industries de transformation laitière au niveau villageois qui date de 1988, avec là un modèle. On a un modèle de bâtiment avec son organisation à l'intérieur, la baratte, le quai pour recevoir le lait, etc. Donc voilà une illustration de cette conception du modèle. Et puis le modèle a un deuxième sens qui est plus un sens significatif, c'est-à-dire que le modèle est une représentation théorique d'un système plus ou moins complexe qui nous explique comment marche ce système. Ici, j'ai pris l'exemple d'un modèle multi-agent qui a été développé au Brésil, je crois, et qui est publié dans le cahier Agriculture. Donc là, on est dans une autre conception du modèle. Alors, en agriculture, il y a ces deux conceptions qui sont mobilisées, avec d'abord des modèles techniques, des modèles d'entreprise, des modèles organisationnels qui relèvent de cette première conception. Par exemple, ce que Christian disait sur le mode de production intensif à base de vaches noires et blanches. Le modèle coopératif, c'est un autre modèle organisationnel. Le modèle de mini-laiterie, ou même au niveau des politiques, le modèle Operation Food. Voilà, on voit beaucoup dans la littérature des choses autour de ce modèle de la politique indienne de développement laitier qui a été mise en œuvre dans les années 70-80, donc le modèle Operation Food, et plus tard. Et alors, d'où proviennent ces modèles? D'expériences réussies. Donc, soit des expériences en station, on met au point des itinéraires techniques, soit dans d'autres contextes, on voit ce qui a marché dans d'autres pays, on essaye de l'ériger en modèle. Soit on simule avec des modèles informatiques, et on voit ce qui peut marcher, ce qui peut être mieux d'un point de vue, par exemple, environnemental, etc. Et puis alors, on a aussi des modèles qui relèvent plus de cette deuxième conception, et qui sont des modèles de développement. Alors, on a parlé de modèles conventionnels, modèles alternatifs, on en a parlé hier. Et alors là, c'est des modèles qui sont construits plus à partir de théories explicatives de la réalité. Et donc, quand on a fait cette étude sur les mini-laiteries, on s'est rendu compte que ces modèles techniques ou des modèles d'entreprise, bien souvent, ils relèvent d'un modèle plus général de développement agricole. Ils s'inscrivent dans une vision globale qui explique comment se passent les choses. Voilà. Alors, dans une première partie, donc on va passer en revue les différents modèles, et puis après on verra en quoi ils sont utilisés dans les territoires. Alors, premier niveau de modèle, les modèles techniques de production. Alors, comme l'a évoqué Christian, on a d'abord le modèle Holstein, mécanisé, basé sur donc, de la génétique importée, les vaches noires et blanches, de l'insémination artificielle, voire du transfert d'embryons, de la stabulation, des cultures fourragères, mécanisées, de l'aliment industriel qui vient compléter la ration, une salle de traite mécanisée, et voilà, on a notre modèle. Et aujourd'hui, lorsque vous avez une entreprise privée ou une firme qui veut investir dans une méga farm, dans une unité de production intensive, c'est assez facile, elle respecte des procédures, et les vendeurs de génétique, les vendeurs d'aliments, ils sont capables de fournir un certain nombre de procédures à suivre, et on a un modèle quasiment tout fait de ferme. Si vous êtes en Arabie Saoudite, vous adaptez un peu le modèle localement, et ça marche globalement, comme l'a montré Bernard hier. Si on est au Vietnam, on peut le faire aussi en adaptant un peu, mais ça relève un peu du même modèle. Alors, il y a un autre modèle qui est assez intéressant et qu'on voit vraiment partout dans le monde, puisque c'est le modèle de l'insémination artificielle. C'est le modèle des croisements sur une base de race locale. Et donc, on importe de la génétique, on la croise avec une race locale, on utilise de l'insémination artificielle, et on a un petit troupeau en stabulation qui va pouvoir être développé dans le cadre de petites exploitations familiales, et que l'on aille en Égypte, que l'on aille au Mali,
Indonésie, au Vietnam ou dans d'autres pays, on a souvent ce modèle qui est promu par des programmes de développement d'élevage laitier basés sur de l'insémination artificielle. Alors, à côté de l'insémination artificielle, bien souvent, on a la culture de l'herbe à éléphant, l'elephant grass, qui est vraiment voilà, le pilier du développement mondial de ce modèle de vaches de race croisée dans les petites exploitations. Alors, à côté de ces modèles techniques, on a des modèles plus d'organisation de la production, donc des modèles de ferme, avec dans les discours du ROPA, de Via Campesina, de Confédération Paysanne, etc., de beaucoup d'organisations de producteurs, le souhait de développer ce modèle de production basé sur une famille. Alors, suivant les pays, ces exploitations prennent des formes un peu différentes. Au Vietnam, on va avoir une surface moyenne sur l'ensemble du pays d'à peu près 0,6 hectares. Donc on est sur des exploitations très intensives, avec une très petite surface. Dans le sud du Sénégal, on va avoir des modèles beaucoup plus extensifs. En France, des modèles comme ici en Bretagne, beaucoup plus intensifs. Mais à chaque fois, on est sur un mode d'organisation où c'est la famille qui s'organise pour produire, avec un nombre réduit de salariés, parfois pas de salariés, avec de la main-d'œuvre familiale qui vient aider au moment des pics de travail, et donc avec une main-d'œuvre familiale qui se rémunère sur le produit brut d'exploitation. Un autre modèle de ferme qui est développé en Indonésie, c'est assez intéressant parce que justement c'est vraiment un modèle au sens où on l'entend dans l'exposé, c'est le modèle des fermes 1-10-100 où on considère une ferme installée sur 1 hectare, une famille installée sur 1 hectare avec 10 vaches et qui produit 100 litres par jour. Alors dans la littérature, ce modèle est présenté en présentant donc 100 fermes, donc 100 familles sur 100 hectares avec 1000 vaches, etc. et multiplié par 100 et qui produit 10 000 litres. Voilà un autre modèle qui apparaît dans la littérature et dans les discussions avec les acteurs. C'est une coopérative qui promeut ce modèle. Autre modèle, le modèle des méga-fermes, qui apparaît de plus en plus donc, dans les discours, soit dans les discours de ceux qui les soutiennent, soit dans ceux qui sont opposés à cet élargissement, ces grandes fermes. Alors ces méga-fermes, comme on en voit au Vietnam, elles peuvent avoir 1000 vaches, elles peuvent avoir jusqu'à 30 000 vaches. La plus grosse ferme au Vietnam, elle fait actuellement 30 000 vaches laitières et elle prévoit d'aller encore plus loin dans le futur en nombre de têtes. Bernard nous a parlé donc, de cette méga ferme en Arabie Saoudite qui fait 60 000 vaches. Donc voilà, on est dans ce type de modèle. Alors, au-delà du modèle des fermes, on voit dans la littérature un certain nombre de modèles d'organisation de ces unités de production, et notamment on voit très souvent apparaître le modèle de coopérative. Ici c'est l'exemple de l'Indonésie, où on a donc à peu près 100 000 producteurs qui sont organisés en 220 coopératives de niveau 1. C'est des coopératives locales qui vont collecter, organiser la collecte de lait et la revendre soit directement, soit à des industries, soit la revendre au niveau, à des industries qui sont au niveau de l'Union nationale de ces coopératives. Alors vraiment, on peut dire que dans certains pays, comme en Inde, comme en Indonésie, ce modèle coopératif, ou en France, on a parlé de Leica hier qui investit en ce moment en Bretagne, le modèle coopératif est vraiment quelque chose d'important dans les politiques et dans l'organisation des acteurs, le modèle coopératif. Alors ensuite, on voit dans la littérature un certain nombre de modèles qui touchent à l'industrie, l'organisation de la transformation et de la commercialisation, comme les laiteries industrielles modernes. Alors, ces modèles, on les a vus apparaître dans les années 70-80 en Afrique de l'Ouest. L'idée, c'était de mettre en place des laiteries d'environ, disons, on peut dire entre 20 000 et 60 000 litres par jour.
et des laiteries qui traitent le lait selon des procédures normalisées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fermes d'industrie qui s'installent comme ça sur des modèles assez... Vous téléphonez au correspondant local de Tetra Pak et il va vous livrer une usine clé en main. C'est pas très compliqué, que vous soyez en périphérie de Dakar ou en périphérie du Caire, c'est à peu près le même modèle. Et vous avez un certain nombre de produits UHT ou le produit fermenté qui peuvent être commercialisés. Et un autre modèle qu'on voit émerger dans la littérature, c'est le modèle des milliliteries. Donc là, je pense que Cécile Broutin va en parler tout à l'heure. Il s'agit de petits ateliers, comme disait Christian, qui sont insérés localement dans des petits réseaux de collecte auprès des petits producteurs agro-pastoraux. Ce modèle s'est développé en Afrique de l'Ouest. Il y a un modèle qu'on voit aussi pas mal dans la littérature, c'est le modèle de l'entrepreneuriat social. Ici, j'ai pris comme exemple la laiterie du Berger au Sénégal, qui se revendique de ce modèle, mais tout ce que nous a présenté hier Madame Nancy Abderrahmane sur la laiterie Tuniski pourrait aussi relever de ce modèle, même si pour elle ne s'en revendique pas. Et l'idée, c'est de dire, voilà, j'ai un projet d'entreprise qui n'est pas seulement un projet pour faire du business, au sens où on entend, mais qui est un projet de s'implanter localement, c'est-à-dire d'offrir des débouchés aux producteurs environnants. Et la présentation aussi de la laiterie Hapico était vraiment intéressante aussi hier à cet égard. Et l'idée, c'est de dire, voilà, on a un modèle d'entreprise qui n'est pas seulement un modèle commercial, mais qui est un modèle sur le long terme, de construction d'un bien collectif, de construction voilà, d'un projet social. Et l'idée du business social, c'est ça, c'est ce que dit Bagoré Bachili lorsqu'il dit notre objectif est de soutenir la production laitière locale et de promouvoir la consommation de produits sénégalais. Nous faisons du social business autour de la collecte du lait local, de la recherche de la rentabilité et de la construction de partenariats. Voilà. Alors, tous ces modèles techniques relèvent de modèles plus englobants de développement agricole. Et là, il y a un certain nombre de documents dans la littérature qui font état de ces différents modèles. Il y a eu plusieurs prospectives qui ont été faites, notamment en France, autour de la prospective Agrimonde. Et là, il s'agit là d'une publication issue de cette prospective Agrimonde. Et l'idée, c'était d'identifier en fait des modèles de transformation du secteur agricole au niveau mondial, avec deux grands modèles qui ressortent. Le modèle agro-industriel dominant, tertiarisé, où on voit que en fait, le lait est produit dans des élevages intensifs mécanisés, commercialisé par des circuits industriels centralisés autour de grosses laiteries et commercialisés et qui donnent lieu à la fabrication de produits normalisés, UHT, voilà, donc qui sont vendus dans des supermarchés. Et puis, alors les auteurs de cette prospective identifient un deuxième grand modèle, qui est un modèle alimentaire de proximité, où là on a un élevage laitier beaucoup plus local, familial, de petites fermes, qui commercialisent le lait à travers un réseau de PME-PMI et qui produit des produits laitiers beaucoup plus typés. Voilà. Alors, juste rapidement, en deuxième partie de mon exposé, on peut s'interroger sur leur rôle de ces modèles dans le développement des territoires. D'abord, il faut mettre en valeur la grande diversité des formes laitières dans les territoires et le fait qu'effectivement, il y a un certain nombre de ces modèles qui sont mis en œuvre. C'est le cas des fermes industrielles, hein, on les voit de plus en plus apparaître. Et là, on a fait un petit travail au Vietnam de comparaison de l'efficience économique de différents types de fermes, y compris ce modèle de ferme industrielle. Et on voit que, notamment, la valeur ajoutée par unité de surface, hein, le SAO c'est par unité de surface, ben, la valeur ajoutée par unité de surface n'est pas forcément la meilleure dans les grandes fermes industrielles. Et que, en fait,
On a des fermes, ici c'est des fermes qui sont très petites, qui sont situées sur une emprise gérée par un centre de recherche. Il y a à peu près 800 hectares qui sont gérés par des petites fermes. Et alors, on voit que ces fermes-là dégagent un revenu par unité de surface supérieur, en bleu. Et puis ça, c'est des fermes diversifiées, c'est-à-dire que c'est des petites fermes laitières qui ne sont pas uniquement des producteurs de lait, mais qui produisent aussi des produits agricoles. Et on voit que ces fermes dégagent un revenu par unité de surface important et surtout un revenu par vache qui est plus important que celui dégagé par les grandes fermes industrielles. Alors, il faut aussi dire que lorsqu'on fait du terrain, lorsqu'on analyse les formes laitières sur le terrain, on se rend compte que la réalité est souvent en décalage avec les modèles importés, qu'il s'agisse de production agro-pastorale en Afrique de l'Ouest, ou qu'il s'agisse, par exemple, du marché du beurre fermier, qui représente plus de 60% des quantités de lait qui sont commercialisées vers la ville d'Addis Abeba en Éthiopie. Il s'agit là vraiment d'une production fermière, avec une commercialisation dans les petits marchés hebdomadaires, et ensuite la distribution à travers des grands entrepôts à Addis Abeba. Voilà, donc un décalage entre la réalité et les modèles. Et puis, ce qu'on voit aussi quand on va sur le terrain, c'est que les acteurs réinventent eux-mêmes leur propre trajectoire de développement et finalement élaborent leur propre modèle. Là, ici, j'ai mis comme premier exemple la laiterie du berger, mais on aurait pu aussi avoir une illustration de la laiterie Tbilissi. Il s'agit vraiment de ne pas partir sur un modèle de laiterie industrielle, de ne pas partir sur un modèle de mini-laiterie, mais d'essayer d'inventer quelque chose de nouveau. C'est ce qui m'a paru vraiment intéressant dans l'exposé de Nancy Derman, c'est qu'au début, on ne sait pas trop où on va, et en fait, on construit petit à petit. Et aujourd'hui, il s'agit d'un modèle éprouvé qui donc ne relève pas ni du modèle de mini-laiterie, ni du modèle industriel, à proprement parler, même s'ils s'en rapprochent. Voilà. Et dans cette réinvention des trajectoires, on se rend compte que, eh bien, il y a une création d'une nouvelle modernité, d'une modernité locale, avec une culture laitière qui se réinvente. Alors pour nous, chercheurs, c'est intéressant de se poser la question d'évaluation de ces performances, avec des systèmes locaux qui sont parfois très différents de la réalité. Est-ce qu'on doit évaluer les performances des systèmes locaux par rapport au modèle qu'on a dans la tête? Ou alors est-ce qu'on doit évaluer les performances de ces systèmes par rapport à l'efficience, à leur efficience, et est-ce qu'on doit se poser la question de la pertinence du modèle par rapport au système local? Donc l'idée, c'est plutôt que de comparer une réalité au modèle, peut-être réinventer, faire émerger des nouveaux modèles. Et c'est un peu ça la conclusion donc, de notre réflexion, c'est que les politiques, on peut les considérer, on peut les envisager comme en fait des moyens de choisir entre plusieurs modèles, et que ces modèles, eh ben, ils sont construits techniquement, socialement. C'est pas seulement de la technique, les histoires de lait, c'est pas seulement des histoires de productivité par vache, mais c'est aussi des modèles sociaux qu'il y a derrière. C'est aussi des efficacités économiques différentes en fonction des ressources locales. Ils sont intégrés dans un projet plus global de développement agricole et ils sont rarement applicables tels quels. Ils sont donc à utiliser vraiment avec prudence. Les produits laitiers traditionnels, par exemple, ils sont rarement intégrés à ces modèles. Est-ce qu'ils sont trop spécifiques, trop complexes? Il y a une nécessité de mieux les connaître, comme on l'a évoqué hier, et d'avoir une législation adaptée. Donc, notre rôle, peut-être, au niveau de la recherche, c'est peut-être, avec les acteurs, en partenariat avec les acteurs, enrichir, développer, adapter ces modèles aux réalités locales, en caractérisant bien les trajectoires locales, en évaluant les modèles produits par l'encadrement, en montrant leurs limites, et puis en générant des modèles alternatifs. Voilà, je vous remercie. Alors, dans ces modèles, il ne faut pas oublier la vache.
pour qu'elle soit bien, il faut l'amasser et il faut lui donner un petit peu d'air. Voilà, et comme ça, tout ira bien. Voilà un vrai modèle de développement d'équipe.